Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Merci à Christine Bouillot qui a assuré avec talent et professionnalisme mon remplacement la semaine dernière. Très heureuse encore une fois d'être avec vous sur Sud Radio, une journée chargée en actualité et on va débattre avec Michaël Darmon, journaliste politique chez i24 News, et votre dernier livre, Les derniers jours d'Yitzhak Rabin, est paru aux éditions, va paraître aux éditions passées le 22 octobre. Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique, bonjour à vous. Bonjour. Serge Guérin, sociologue, votre dernier livre est Si les vieux aussi sauvaient la planète, et Benjamin qui est paru chez Michalon, et Benjamin Cauchy, vous êtes chef d'entreprise. Bonjour. Merci d'être là. Deux actualités évidemment aujourd'hui, la libération enfin des otages israéliens. La Croix-Rouge vient de récupérer les 13 derniers otages vivants. C'est au total, ce sont 20 otages qui vont être rendus à leurs familles. On va en reparler dans un instant. Et puis le gouvernement Le Cornu 2 avec des nouveaux ministres, beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Peut-être que vous pourrez nous éclairer les uns et les autres sur ces nouveaux ministres. Et moi, j'avais envie d'être, alors évidemment, très heureuse de la libération de ces otages, mais je ne peux pas m'empêcher d'être un peu inquiète de se dire que ces deux événements, si évidemment comparaison n'est pas raison, que le mot du jour serait peut-être fragile ce gouvernement, et puis fragile malgré tout cette paix au Proche-Orient, même s'il faut espérer. Alors Michaël, on va peut-être commencer avec vous justement. Alors réjouissons-nous déjà, soyons pragmatiques, c'est ce que vous m'avez dit en arrivant. Soyons pragmatiques, les otages sont libérés, ça fait 2 ans qu'ils vivent l'enfer. On a vu hier Benjamin Netanyahou dire ils étaient enfermés dans des endroits que l'esprit humain ne peut même pas imaginer. Oui, et puis au fur et à mesure, j'imagine, de leur récit, quand ils pourront raconter, on va en avoir encore plus de détails, mais au-delà de ça, c'est vrai, sur le principe, ce sont des retours d'otages vivants pour ce matin, vraisemblablement une partie des corps, parce qu'il y en a encore 28, même cette fois-ci, qui sont donc morts officiellement. Donc ça va se concrétiser, qui devrait aussi en partie revenir en Israël. Ils vont matérialiser la fin de la guerre, ce qui est déjà quelque chose de très important, et ce qui va obligatoirement, en tout cas pour ceux qui sont les plus honnêtes intellectuellement, amener à changer le regard sur la situation. Il n'y avait pas d'autre projet que de faire en sorte que les otages reviennent et à ce moment-là la guerre s'arrêtait. Mais c'est aussi le début d'un processus politique, puisqu'on le voit aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, on le voit avec la présence de Donald Trump aux États-Unis, qui a réussi à coaliser, à organiser ce que l'on savait depuis le départ, c'est-à-dire qui serait la solution, c'est-à-dire une coalition multi-arabe organisée autour de la matrice des accords d'Abraham, qui intègre Israël au lieu de le bannir, comme le fait l'Occident, et qui, au fond, va apporter la solution à l'État pour l'État palestinien. C'est exactement ce que l'Iran ne voulait pas, et c'est exactement la raison pour laquelle il a déclenché le Hamas, en disant il faut aller faire exploser tout ça. Avec tout ce que ça a comporté comme malheur pour les deux côtés et les deux peuples, ce projet n'a pas abouti. Non. Donc aujourd'hui, on va tenter de repartir d'une page blanche, et c'est bien qu'il y ait la communauté internationale, entre guillemets, qui soit autour du président égyptien, du président américain et des leaders arabes qui apporteront eux la solution. L'Europe sera supplétive. Il faut juste arrêter de croire que l'Europe apportera la solution. Elle n'a rien apporté du tout et n'apportera rien au-delà d'une force supplétive. Oui, une victoire pour Donald Trump, en tout cas. Je crois que Michaël Darmon a parfaitement résumé la situation. Il serait grotesque de rajouter trop de choses, mais je voudrais simplement dire victoire pour Donald Trump. J'ai envie de dire... Je n'ai pas envie de parler de victoire, j'ai envie de parler de soulagement. Soulagement pour les familles, soulagement pour ces hommes et ces femmes qui étaient en détention. Michaël a aussi dit soulagement parce que c'est un processus, c'est la guerre qui s'arrête et on va commencer un processus politique. Et voilà, parce qu'on oublie trop souvent que la guerre, ce sont des morts des deux côtés.
des deux côtés. Michael a bien fait de le souligner parce Évidemment. que c'est le moment de dire qu'il faut arrêter d'être positionnel dans des sujets, de fermer les yeux d'un côté ou de l'autre, ce qui nous emmène à la catastrophe. Et là encore, on n'est pas en train de parler de responsabilité des États. On est simplement en train de dire qu'il y a des êtres humains qui sont au milieu. Et ça, effectivement, ça empêche souvent qu'il y ait la paix. Et je sais que le combat, la marche sera longue, sera difficile. Vous avez posé une question tout à l'heure, Valérie. Vous avez dit, est-ce qu'on est optimiste? J'ai envie de dire, moi, je ne sais pas ce que c'est d'être optimiste dans ces cas-là. Nous ne pouvons que souhaiter, travailler, nous efforcer de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, ce sont encore des morts. Ouais. Et c'est trop facile lorsqu'on est chez nous. Globalement, on est à peu près en paix. Il y a effectivement quelques trucs, mais globalement, on est en paix. C'est pas la même chose que d'être sous les bombes et de voir des familles disséminées. Oui, 0826 300 300. Dites-nous, vous, quel est votre sentiment sur cette paix au Proche-Orient, et puis peut-être témoigner peut-être de votre joie de voir ces otages libérés et la paix aussi pour les habitants de Gaza. 0826 300 300. Vous voulez juste ajouter un mot, parce qu'évidemment, il n'y aura que moi autour de cette table. Mais juste parce que vous avez eu la gentillesse de rappeler ou de mentionner qu'il y avait effectivement un livre sur Yitzhak Rabin, et qui, il y a 30 ans, a été assassiné parce qu'il avait justement fait la paix, justement il a été victime aussi de ces deux extrêmes, des deux côtés, et le Hamas à l'époque déjà, et l'extrême droite juive qui ont fait en sorte de faire capoter ce que justement était en train de s'élaborer, c'est-à-dire la confiance, l'optimisme et la coexistence, puisque la différence de du Hamas aujourd'hui, le Fatah à l'époque et avec Yasser Arafat envisageait un accord, l'existence d'un État palestinien aux côtés et non pas à la place d'Israël. Benjamin Cauchy. Oui, moi j'irais plutôt sur la question que vous avez posée tout à l'heure. Est-ce que c'est une victoire pour Donald Trump? Je pense que c'est quand même une victoire pour le style diplomatique de Donald Trump, et malgré toutes les incantations que le président de la République française et d'autres leaders européens ont pu tenter de porter pour résoudre de ce conflit, en soutenant fortement la population gazaoui qui souffrait des bombes évidemment, mais avec une ambiguïté quand même dans ses relations diplomatiques avec Israël. Je vous rappelle que le président de la République est quand même persona non grata en Israël. Il faut quand même remettre l'église au milieu du village. C'est une victoire diplomatique pour Donald Trump. C'est de la diplomatie de la force. C'est en rupture totale avec ce que les Européens ont eu l'habitude de faire, et force est de constater que cela a fonctionné. Alors encore une fois, c'est le mot est juste, Valérie, c'est d'une fragilité extrême, et on verra dans la reconstruction politique et la reconstruction foncière et la reconstruction des infrastructures de Gaza, on verra si là la paix finalement a fonctionné. Ouais, y a un petit, il y a beaucoup de blagues sur les réseaux, mais il y en a une en particulier. On voit Barack Obama qui dit parlons à un membre du Hamas. La personne, le soldat du Hamas lui répond on va tous vous exploser. On a Joe Biden qui dit parlons, discutons. Le Hamas répond on va tous vous exploser. Et on a à la fin Donald Trump qui dit on va tous vous exploser, et le Hamas répond on va parler. C'est un petit peu ça. Serge Guérin, sur quoi vous vouliez réagir ce matin, cette libération des otages, évidemment, ce soulagement? Oui, alors bien sûr, il faut s'en réjouir, en sachant aussi, il y en a 3 dans le mois, des anciens otages qui se sont suicidés. Parce que quand on revient d'un truc pareil, on va pas au bal, quoi. Hein. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Alors, il y a une résilience extraordinaire en Israël, n'empêche que il y a des gens qui vont. Donc, il faut aussi penser à ça, bien sûr. Mais il y a plusieurs choses. La première, c'est que l'air de rien, la société israélienne a tenu. On aurait pu se dire, face à Netanyahou, il y a plein de choses. Il y a une société civile très présente, très forte. Il y a eu quand même Ehud Olmert, des gens comme ça qui ont essayé de dire mais faut qu'on arrête avec Netanyahou et tout ça. Et donc là, sans doute que le deuil, entre guillemets, peut se faire à partir du moment où ils sont rentrés. Et à partir de là, on peut peut-être revenir à une vie politique. Je rappelle qu'Israël est le seul pays démocratique dans tout le BINS. Donc c'est quand même, voilà. Donc, ça rend les choses d'ailleurs plus compliquées parfois, et en même temps, c'est une réalité très très forte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, alors Trump, c'est vrai qu'entre
là aussi, on est un peu honteux, quoi. Ouais. Entre Macron qui va faire ses petites déclarations assez ridicules et qui ne fait rien, qui même fait un peu un marchepied pour le Hamas, et puis Trump qui prend des décisions. À un moment donné, c'est intéressant d'ailleurs parce que l'histoire, il y a toujours eu de grands débats, l'école des annales, les grands hommes, ainsi de suite. À un moment donné, c'est toujours pareil. Vous parliez d'Yitzhak Rabin, c'était exactement pareil. Anwar al-Sadat qui a été assassiné plus tôt, ainsi de suite. Parfois, il y a des gens de Gaulle, il y a des gens qui se lèvent et qui sont plus forts que nous, plus forts, et c'est eux qui arrivent à emmener. Évidemment, il faut en trouver. Et puis l'autre chose, je tiens quand même à beaucoup m'inquiéter pour nos amis les écologistes et la France insoumise. parce que qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment ils vont trouver d'autres choses. Oui, ça, j'ai confiance en eux, mais contre leur créativité. Ouais. C'est ça, mais c'est quand même assez amusant. Enfin, amusant, oui. Il y a un truc qu'ils en ont fait quand même l'alpha et oméga de tout, de tous les sujets. Bien sûr. Et comme vous, et dans un très gros désintérêt, y compris de la plupart des musulmans de France, qui avaient bien compris qu'il y avait un truc. Alors, ils soutiennent, ils voteront pour Mélenchon. A priori, 85% des musulmans de France vont voter pour Mélenchon, mais en revanche, ils ne se bougent pas tellement par rapport à ça. Dans les quartiers, moi, je suis très prudent. Faire un rapprochement entre le vote et l'origine supposée de nos concitoyens, c'est toujours risqué. C'est vrai que dans les quartiers, on vote majoritairement très massivement pour Mélenchon. C'est un vote communautaire. On va y revenir. 0826 300 300. Nous parlerons évidemment du nouveau gouvernement Le Cornu, nouveau gouvernement. Ça y est. Non, c'est le 2, pas le 3. Et évidemment, 0826 300 300 si vous voulez réagir à ce qui est en train de se passer en ce moment même. Libération des otages, des hommes qui ont été détenus pendant 2 ans dans des conditions abominables. Il ne faut pas oublier qu'il y a un échange aussi avec 2000 prisonniers palestiniens, dont certains sont quand même très inquiétants. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Valérie Expert. Nous sommes ensemble avec vous jusqu'à midi et nous commentons l'actualité. L'actualité, c'est le nouveau gouvernement, le gouvernement Le Cornu 2. Et puis évidemment, en ce moment, ce qui est en train de se passer, la libération des otages qui sont remis à la Croix-Rouge. Donc une 20 personnes qui ont été libérées ce matin. On attend, vous le disiez tout à l'heure, Michael Darmon, également le rapatriement de 28 autres corps cette fois-ci. Donc c'est à suivre. Et Donald Trump qui est à la Knesset en ce moment. 0826 300 300. On va parler des modalités de cet accord dans un instant. Et on a Frédéric en ligne. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. J'imagine que vous suivez ces images, cette libération des otages. Oui, bien sûr, de très près d'ailleurs. Ouais. Je vais décevoir beaucoup une grande partie de la presse française et une grande partie des gens de gauche, mais je dois dire que Monsieur Donald Trump a quand même réussi là où tous les autres ont échoué depuis 2 ans. Notamment, malheureusement, je suis obligé de le dire, notamment notre président qui depuis 2 ans a fait de nombreuses déclarations demandant au Hamas de cesser ses attaques et de rendre les otages. Visiblement, le Hamas ne comprend pas la langue française puisqu'ils n'ont jamais répondu ni obéi, on va dire, aux ordres du chef des armées françaises. Donald Trump a réussi là où tout le monde a échoué en fait, notamment, et ce qui m'embête beaucoup, notamment surtout les Européens. On a totalement échoué à faire la balance entre les deux. Bon, voilà. Et alors attention, une guerre ne s'arrête pas sur un seul acte. Il en faudra d'autres. Ils rendent les otages et c'est très bien pour les familles, y compris pour les familles qui ont perdu, dont l'otage a perdu la vie, au moins ils rendent le corps, mais ça va être compliqué puisque le Hamas a déjà dit qu'il ne rendrait pas les armes. Mais je pense qu'on peut compter sur le suivi que Donald Trump fera avec sa manière de faire, c'est-à-dire de faire une pression énorme sur chacune des parties. Je pense qu'il va tirer derrière lui un certain nombre de pays de la zone, pays arabes et de pays de Moyen-Orient et Proche-Orient pour
un petit peu faire une sorte de pince qui va écraser le Hamas entre d'un côté les États-Unis, parce que nous, l'Europe, on compte plus, et de l'autre les pays arabes qui ne veulent qu'une chose, hein, c'est quand même la stabilité et la paix, parce que beaucoup d'entre eux ont quand même très peur de l'Iran. Donc ce qu'ils veulent, c'est que ça s'arrête et entreprendre des relations, on va dire, sinon cordiales, normalisées. Normal. Voilà. Merci Frédéric d'être intervenu. Peut-être revenir, parce que c'est vrai que Donald Trump en tout cas, arrive aujourd'hui, il est en ce moment, je le disais, à la Knesset, est l'artisan de cette paix. Peut-être Michael Darmon expliquer comment il y est arrivé, lui. Alors, si on prend les métaphores de constructeur, il est plutôt on va dire l'architecte, et il y a des maîtres d'ouvrage. Et le maître d'ouvrage principal, c'est avec le Qatar et les Émirats Arabes Unis, c'est surtout la Turquie qui a fait plier le Hamas, parce que la Turquie défend, en tout cas, est aux côtés du Hamas depuis le début. On se souvient des paroles extrêmement dures d'Erdogan à l'encontre de Netanyahou, en le comparant même à Hitler, tout en ne rompant pas les relations avec Israël, mais en étant capable de faire plier le Hamas. Pourquoi ? Parce que Donald Trump est allé voir Erdogan, il lui a dit, il va y avoir des avions F-35, 2, il y aura du matériel militaire. 3, il sera dans la boucle, la Turquie sera dans la boucle pour les projets et les contrats de reconstruction. Or, il n'y a pas que Gaza à reconstruire. Le Liban est totalement dévasté. La Syrie veut se construire et se reconstruire, et bien évidemment la bande de Gaza. Donc ce sont des milliards et des milliards de contrats qui peuvent tout d'un coup, et de business. Or, les Turcs sont extrêmement puissants dans le BTP. Ils ont besoin d'argent. C'est assez cynique. Ils sont en difficulté, mais c'est la réelle politique. Donc, et ils sont allés voir les Palestiniens et le Hamas en leur disant, bon, non, on a un modèle économique à tenir. Il faut se calmer, il faut arrêter. Et donc, c'est pour ça que, par rapport à ce que disait notre auditeur, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, le point qui va arriver va être le plus compliqué maintenant, ça va être les conditions de désarmement du Hamas. Et là, la Turquie, entre autres, et les pays arabes exercent une pression, d'après ce qui nous revient, considérable sur le Hamas. Donc on va voir comment ça va agir. Ouais. Rappelez que le Hezbollah n'a pas déposé les armes au Liban. Oui, mais le président libanais a décidé, c'est ça qui est la grande révolution, a décidé, président Aoun, de désarmer le Hezbollah. Donc vous avez un processus général en ce moment dans la région qui peut totalement inverser ce qu'on appelait l'acte de résilience, de résistance, et devenir peut-être une zone de résilience avec un élargissement des accords d'Abraham. C'est ce que va chercher Trump à Sharm el-Sheikh aujourd'hui. Alors Jean-Claude Beaujour. Je confirme complètement ce qui vient d'être dit, parce que en réalité, il y a un changement de logiciel dans les pays du Moyen-Orient, où effectivement, à une époque, certains ont pu soutenir tel ou tel groupe extrémiste, mais aujourd'hui, la priorité est donnée à 2 choses. Tout d'abord, stabilité politique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils voient bien, l'ensemble des pays de la zone voient bien que la guerre ne mène nulle part, et surtout déstabilise leurs économies. Et tous ces pays, on parlait de l'Arabie Saoudite, mais d'autres, le Liban, etc., ont besoin d'un minimum de stabilité pour pouvoir se développer économiquement. J'ajoute que oui, la question le sujet de la reconstruction de la Syrie, du Liban est véritablement sur la table, et là-dessus, il y a des moyens financiers qui sont mis à la seule condition qu'il y ait une meilleure stabilité politique. Donc il y a le logiciel se modifie à l'égard, par exemple, du Hamas, et c'est vrai qu'on va devoir arriver à leur tordre le bras pour les désarmer, et là-dessus c'est le sujet. Oui, Michael, c'est le sujet du moment, et je peux vous dire que l'ensemble, il y a un certain nombre de bailleurs de fonds de ces pays, et je pense à l'Arabie Saoudite, qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table, mais à la condition qu'il y ait un lendemain politique plus favorable. Oui. Benjamin. La diplomatie par les milliards, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, c'est moche, mais c'est ainsi. Vous le disiez, hein, la Turquie est extrêmement puissante et sera en capacité de réaliser les infrastructures, puisque tout est rasé. Donc, quand on parle d'infrastructures, pour dire clairement aux gens qui nous écoutent, c'est reconstruire l'adduction en eau, c'est l'énergie, c'est comment on fait pour chauffer les gens, comment on fait pour nourrir les gens, c'est remettre une agriculture en place, ou en tout cas des
des systèmes portuaires qui soient capables de pouvoir accueillir dignement, sans passer par l'Égypte, des tonnes de marchandises. Donc voilà ce que ça veut dire la reconstruction. Et là, pour le coup, je mettrai un bémol sur le fait que l'Europe va passer complètement à côté et nos grands groupes internationaux que sont Vinci, Eiffage et Bouygues vont passer à côté. Serge Guérin. En vous écoutant, Sébastien, je me disais... Benjamin, pardon. Et ils vont... Ça fait 40 ans qu'on me le fait. Ah bon, mais pourquoi? C'est vrai. On en discute pas mal. Mais du coup, j'ai perdu le truc. Mais oui, je réfléchissais, je me disais, ils seront pas aux 35 heures. Pour refaire ça, pourquoi l'Europe? C'est parce que l'Europe ne faut rien. C'est quand même ça la réalité. C'est qu'il y a un rapport au travail quand même compliqué. Ça fait le lien avec la retraite à 60 ans. Mais là, ça va être... parfois dans des conditions de droit social qui seront très très limites, évidemment. Mais en tout cas, c'est beaucoup de gens qui sans doute auront la niaque, l'envie de recréer quelque chose. Quoi. Et c'est évidemment intéressant parce que du coup, on est dans quelque chose on construit plutôt que détruire. Dans la tête. Alors après, il faut relire Freud, Malaise dans la civilisation. C'est-à-dire qu'il avait écrit après la guerre de 14, il dit ça marche pas quoi. La violence est toujours là et ainsi de suite. Faut pas non plus être hyper optimiste, mais n'empêche que. Vous me permettez de vous poser la question de LFI, ils vont continuer. Je vois Jean-Luc Mélenchon, cette déclaration que je trouve... Je n'ai pas de mots. Je souhaite m'associer au bonheur des familles du Proche-Orient qui vont retrouver des prisonniers ou des otages. Cette journée doit être celle d'une joie partagée. Puissions-nous enfin voir la fin des massacres. Des prisonniers et des otages, c'est-à-dire qu'il les met sur le même plan. En fait, il prend la phraseologie du Hamas. Depuis ce matin, on écoute en direct Al Jazeera qui transmet les images des libérations et notamment des transferts du Hamas à la Croix-Rouge. Et les commentaires, la phraseologie, c'est de dire les prisonniers israéliens sont remis à la Croix-Rouge. Donc on est totalement dans cette phraseologie. Ça n'a aucune surprise, deux, aucun intérêt. En réalité, ça dit quelque chose. Je pense que pardonnez-moi Valérie, mais je pense que notre religion est faite, pardonnez-moi du jeu de mots, s'agissant de Jean-Luc Mélenchon. Je ne peux pas attendre mieux. J'ai presque envie de vous dire. Non mais les éléments de langage du Hamas. On a un parti polémique. On a un parti politique qui reprend. Mais il y a un monde parallèle intellectuel de ce leader politique. On parle de criminels qui vont être échangés. On pourra en dire un mot. Ce sont des... Bien sûr, qui est totalement à côté de la réalité. Donc tout va bien, il finit dans son monde, qui reste dans son monde. C'est quelque part peu nous chaud. Ce qui est important, c'est ce qui se joue sur le terrain et pour l'avenir des peuples réellement. Vous l'avez évoqué, il y a aussi, c'est 28 pour 2000. Il y a 2000 prisonniers palestiniens, dont 250 condamnés à perpétuité, et 1700 environ qui ont été arrêtés, faits prisonniers après le 7 octobre, qui vont être libérés aujourd'hui des prisons israéliennes. Donc c'est aussi, je dirais, quelque part une réflexion que envoie en permanence la société israélienne au monde à l'égard du rapport à la vie et d'un roman national qu'on aime toujours exalter en France. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va parler d'Emmanuel Macron avec vous, Michael Darmon. Emmanuel Macron en Égypte, mais que va-t-il faire? Oui, tout le monde, mais c'est vrai que c'était votre coup de gueule. C'est votre coup de gueule. Donc on va j'avais oublié. Suspense, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. 0826 300 300, nous vous attendons, vos réactions sur la libération des otages, l'avenir au Proche-Orient, le déplacement d'Emmanuel Macron en Égypte. J'entends depuis ce matin, il fait ça pour être sur la photo, c'est votre sentiment. Michael Darmon, il n'a rien à faire en Égypte. On a quand même la France qui est dans un état, et on va en reparler, dans un état un peu cataclysmique. Et on a un président de la République qui part en Égypte pour récupérer... Il a raison d'y aller. Alors, la France a raison d'être présente. La France va être et doit être présente dans le processus de contrôle et de garantie de la transition qui peut s'organiser maintenant en Palestine. Le président Macron n'a pas à y être aujourd'hui. Voilà, son déplacement
est déplacé. La France doit l'être, mais pas lui. C'est-à-dire que on peut, c'est un pays organisé. Il a été renommé juste hier. Il peut repartir dans l'avion tout de suite. Un ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, il n'y aura pas que des dirigeants, des chefs d'État et dirigeants de gouvernement à ce sommet. Il a décidé d'en être, comme il a décidé il y a quelques jours, d'intervenir tout au long de la réunion au Quai d'Orsay des ministres. Donc il en est là. C'est vrai que ça ne trompe personne. C'est parce qu'il doit maintenir une image, parce que dans son pays, sa parole est inaudible, parce on le sait, il est seul, isolé, sans capacité de pouvoir imprégner quoi que ce soit. Donc il se réfugie sur le dernier terrain. C'est évidemment, assez évident. Et au contraire, il va aller voir que son système n'a pas marché. À quel point justement il est aux antipodes. Alors je pense qu'on peut l'écouter. Ce matin, il est arrivé donc directement au Caire. Écoutez ce qu'il déclarait. Et donc le devoir de tous, c'est d'œuvrer à la stabilité. C'est pas de faire des paris sur l'instabilité. Donc moi, je suis là dans mon rôle de garant de nos institutions, celui que j'ai exercé la semaine dernière. Comme toutes les Françaises et tous les Français, j'ai vu beaucoup de propos qui n'ont pas été à la hauteur des événements. Et je demande à tout le monde de se ressaisir. De travailler. Là, ça concernait le gouvernement, on pourra en reparler, mais enfin, le début de la phrase est là. On va peut-être écouter plutôt l'extrait qui concerne ce qui se passe ce matin. Ce jour est avant tout celui de la libération des otages. On a déjà 7 otages qui sont revenus, qui ont été récupérés par les humanitaires, mais on aura donc la libération des 20 otages vivants. J'espère la restitution des 28 corps d'otages décédés qui sont tant attendus. C'est aussi la consécration du cessez-le-feu qui permet en effet le retour de la paix, l'arrêt des combats dans Gaza et qui va permettre le retour des opérations humanitaires. Et je veux partager cette joie, cette émotion aujourd'hui avec à la fois le peuple israélien et le peuple palestinien et remercier les négociateurs qui ont permis cela, l'Égypte qui nous accueille aujourd'hui pour ce sommet, les États-Unis d'Amérique, le Qatar et la Turquie. Donc c'est en même temps, on remercie Gaza. Oui, c'est plus profond que ça même. Quand vous écoutez la phraséologie, c'est incroyable. Les otages ont été remis aux forces humanitaires. Non. Ils sont rentrés en Israël. Il n'y a pas le mot. Voilà. Déjà. Ensuite, les otages décédés, non. Assassiné. Donc il y a cette insupportable volonté de neutralité qui en réalité au fond raconte l'impuissance. Et puis Jean-Noël Barrot qui en gros expliquait hier que c'est quand même grâce à la reconnaissance de la Palestine que cette paix a pu être établie. Il faut le soutenir. Que de verbiage. Oui. Que de verbiage, ça sonne creux. Benjamin Cauchy. On dirait le discours d'un conseiller général qui vient inaugurer une salle des fêtes, quoi. C'est sans plaisanterie. C'est tellement. C'est de la vacuité absolue et je crois vraiment qu'il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place à la fois pour les Israéliens, il n'est pas à sa place pour les pays de la coalition arabe qui se moquent éperdument de lui, il n'est pas à sa place vis-à-vis de nos partenaires européens qui ne cessent de nous prendre pour la risée de l'Europe. Il n'est pas à sa place vis-à-vis des États-Unis. Donald Trump a dit qu'il ne pesait pour rien. Il ne pèse rien. Son seul fait d'arme est d'avoir reconnu l'État palestinien à l'ONU en Assemblée Générale et on voit bien ce que ça nous a coûté. Donc aujourd'hui, Monsieur le Président, rentrez vite à la maison, on a besoin de vous. Oui. Jean-Claude ou peut-être Serge Guérin sur cette parce qu'on n'entend pas de choses très positives sur cette visite d'Emmanuel Macron depuis ce matin. Tout le monde se moque. C'est très moqueur les réactions qu'on peut entendre. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? En termes, parce que c'est de la communication, faut pas se raconter l'histoire, et en termes de com, c'est totalement raté. Parce qu'en effet, les gens sont quand même pas idiots, quoi. Donc ils voient bien qu'il essaie de se mettre sur la photo, c'est tout ça. Les gens ont bien compris qu'il reconnaissait le Hamas il y a 3 semaines, et là, il est un peu con quand même. Merde, ça s'est fait sans moi, et beaucoup plus efficacement, et qui a même fait reculer d'une certaine manière. Donc les gens se disent, il paraît que le ridicule ne tue pas, ne tue plus. On va pouvoir pose la question. On va pouvoir en reparler avec le gouvernement, Jean-Claude, sur Emmanuel Macron qui veut être sur la photo, qui veut. Oui, moi j'ai envie de dire la lisibilité de notre politique étrangère est questionnée. D'ailleurs, elle est questionnée de toutes parts.
elle est questionnée de nos alliés traditionnels. Bon, mais elle est aussi questionnée, y compris à l'intérieur de notre pays, où effectivement les uns et les autres n'ont pas compris. Donc, je pense alors qu'il aille que le ministre des Affaires étrangères nous dise que tout cela n'aurait pas eu lieu. Je veux bien. Parce qu'effectivement, il faut bien qu'on dise, qu'on justifie telle ou telle position. Il est dans son rôle. En revanche, moi, le vrai sujet, puisque le président est allé en Égypte, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que fait-on ? Quelle est la suite ? Qu'est-ce que nous proposons et comment nous accompagnons justement la mise en œuvre de ce plan ? Est-ce qu'on a langue avec les États-Unis d'une façon beaucoup plus proche de ce qui existe aujourd'hui pour le lendemain ? C'est pour moi aujourd'hui, c'est ça qui pourrait justifier une présence, c'est qu'il y ait quelque chose d'apporté sur la table, pas simplement je suis là pour témoigner. J'ai envie qu'on me dise quelle est la suite. Et moi, j'ai aussi le sentiment, ayant ici ou là les interlocuteurs, y compris dans le monde arabe, qu'on n'a pas, on sait pas très bien où nous allons. Non. Là, évidemment, dans le rapport de force, il y a la question militaire. Bon, là, on est carrément pas dans le coup. Ou la question économique. On est capable de mettre, avec le Qatar, la Turquie, ainsi de suite. La France, on est hyper endetté. Qu'est-ce qu'on va aller mettre 35 € pour dire on est dans le coup, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on est face aussi à ce qu'on est devenu. C'est-à-dire des Lilliputiens politiques, militaires et économiques. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une évolution complète et un changement total. On l'a évoqué tout à l'heure de logiciels au Proche-Orient. Avec de nouveaux projets de la part des dirigeants. Qui au fond ont décidé de passer maintenant, alors soit parce qu'ils comprennent que voilà le monde pétrolier est terminé, la manne pétrolière doit absolument être diversifiée, bref, qui sont en train de s'engager dans un autre mode de développement de leur société, en particulier l'Arabie Saoudite, puisque la prochaine étape à laquelle au fond déjà il a un coup d'avance, Trump, la prochaine étape à laquelle il va travailler dès aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, c'est ce qu'il appelle le méga deal. Le méga deal, c'est après le deal du siècle qui était les accords d'Abraham en 2021, c'est maintenant l'élargissement avec l'arrivée de l'Arabie Saoudite, avec l'arrivée de la Syrie. Ça négocie très fortement entre la Syrie et Israël en ce moment, à tel point qu'on évoque même le retour des cendres ou des restes de l'espion israélien des années 50, Eli Cohen, qui devrait rentrer bientôt en Israël. Donc ça veut dire, c'est dire à quel point ça avance, mais sans l'Europe qui reste prisonnier de son corpus doctrinal sur la région, de par son histoire, et qui ne comprend pas comment les choses ont évolué. Je peux rajouter juste un mot. Tout à l'heure, on disait, oui, c'est la politique des milliards. Mais ne soyons pas naïfs. Après une guerre, tout d'abord, on a toujours connu, ça a toujours été. La guerre permet la reconstruction, ou la paix, j'ai envie de dire, la guerre exige la reconstruction, parce qu'au fond, quel serait un pays si derrière il n'y avait pas de reconstruction ? Nous avons connu la même chose, c'est pour ça qu'on a parlé de 30 glorieuses. Ça, c'est la première chose. Ne disons pas que c'est regrettable aussi, parce que précisément, moi je voudrais bien qu'on change de logiciel et qu'on arrête de penser qu'on est, et je dis pas que c'est ce que vous avez dit, hein, mais inconsciemment on peut se draper de vertu en disant nous sommes, non, nous devons précisément nous dire comment participer à la reconstruction, et on disait autour, où est l'Europe, justement, comment pouvons-nous participer, parce que la reconstruction fait partie de ce qui est attendu aussi. Attendez, les gens n'ont vous pensez pas que les États-Unis ont déjà avec le genre de Donald Trump, tout ça est lié, hein. Si c'est pour effectivement nous dire que tout est plié, on rentre à la maison, on ne se lève même pas le matin, on pleure et puis on regrette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si vous avez envie de pleurer sur Macron, pleurez sur Macron. Non, mais on pleure sur notre situation. Attendez, je vais pas parler de Macron. Là, je dis, si on ne peut pas, à un moment donné, de ce que j'entends et de ce qui m'est dit et de ce que je vois sur le terrain, effectivement, le monde arabe change. Si nous ne sommes pas au rendez-vous, si on ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir se bousculer, qu'est-ce que vous voulez ? On va continuer à être des losers. Allez-y, petite intervention, Serge Guérin. Serge Guérin. Je pensais à Clausewitz, vous savez, la guerre, c'est la politique par d'autres moyens. Et bien là, la paix, c'est l'économie par d'autres moyens. Donc, là, après, et c'est toujours comme ça, c'est normal d'ailleurs. On reconstruit. Je dis encore une fois, c'est positif de reconstruire, et ça peut, en effet, le plan Marshall, c'est ça qui a permis à toute l'Europe de l'Ouest de faire face à ce risque quand même, et puis de se développer. Donc si on arrive à un truc comme ça, évidemment,
Mais bon, ça fait des années que dans des conclaves très très fermés d'experts, il est établi que l'Europe sort de l'histoire. Aujourd'hui, il y a des événements qui le cristallisent, bien sûr, qui le montrent, là, qui le dévoilent, une illustration, qui le font comprendre aux opinions. Et aujourd'hui, toutes les rodomontades et les propos et les mantras officiels des dirigeants ne pourront pas effacer cette réalité. C'est qu'il y a cette situation-là, avec une situation à l'égard d'Israël où on le voit. Le paradoxe, c'est que plus Israël est banni à l'ouest, plus il est intégré à l'est. Et bien ça sûr. Aussi, c'est quelque chose que l'Europe ne comprend pas. On va parler de la France avec le gouvernement Lecornu 2, 34 ministres, la société civile de retour, 0826 300 300. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que ce gouvernement va pouvoir tenir plus de 48 heures? À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à 11h30 pour les débats. 11h30, ce sera Perico Légas qui sera avec nous dans l'émission Média. Parlons de la nomination de ce gouvernement Lecornu 2, un peu en catimini quand même. On nous avait habitués au perron de l'Élysée, à des déclarations, etc., etc. Là, ça a été publié, la liste des ministres a été publiée hier à 22h, grosso modo, avec des arrivées plutôt étonnantes de la société civile, et puis 6 ministres LR au gouvernement. Benjamin, c'était votre coup de gueule. Ouais, coup de gueule, coup d'éclairage. On se retrouve avec un gouvernement finalement qui est une alliance de macroniens résistants, de technocrates émergents et de LR qui finalement ont plus l'envie d'aller à la gamelle que de respecter finalement leurs électeurs. Donc c'était un petit peu mon coup de gueule. J'entends que effectivement se voir proposer un poste de ministre, de se voir confier une mission, peut-être peut flatter l'orgueil, peut-être intéressant intellectuellement. J'ai envie de leur dire oui, à condition que vous ayez la certitude d'avoir plusieurs mois, peut-être plusieurs années devant vous pour pouvoir agir. On parlait d'action. Il y a la cantation et l'incantation en politique, et puis il y a l'action en politique. Les Français ont soupé de l'incantation et cherchent des hommes politiques, des femmes politiques qui mènent des projets jusqu'au bout. En l'occurrence, je ne suis pas convaincu de la longévité de ce nouveau gouvernement, et donc je crois que c'est un pari perdant pour ces candidats, pour ces ministres LR. Donc je pense notamment à Madame Genevard, je pense à Madame Dati. Alors Madame Dati, c'est un peu particulier parce qu'on ne sait pas trop si elle est chez les Républicains ou En Marche. En fait, ça dépend des jours. Peut-être un peu une sorte de garde alternée, je pense. Ça doit être quelque chose comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai lu les propos qui ont été rapportés du président Retailleau qui expliquait que il allait se faire virer. Bon, écoutez, quand un chef, c'est fait pour cheffer. Je crois qu'à droite, il y a toujours eu cette légitimité du chef. Pendant des années, le chef, c'était Nicolas Sarkozy, et puis après Nicolas Sarkozy, il n'y a eu plus personne. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, il chef. Et donc, je pense qu'ils ont eu tort, en tout cas, de se confondre dans un gouvernement qui risque forcément de passer à la censure d'ici quelques jours, peut-être quelques semaines. Donc, c'est un pari perdant. Alors, peut-être pour mettre son CV, j'ai été ministre de tel jour à tel jour, mais honnêtement, je ne vois pas la pertinence pour l'intérêt des Français. Et puis, encore une fois, c'est une trahison des électeurs. Je ne sais pas, Annie Genevard, pour ceux qui la connaissent un peu, elle a des convictions. Elle a dit qu'elle ne voulait pas lâcher les agriculteurs. En tout cas, son discours était plutôt en termes d'intérêt pour les agriculteurs. On peut dire que M. Tabarot aussi, il n'a pas envie de lâcher les transports, parce qu'il aime les chauffeurs routiers, parce qu'il aime les trains et les avions. Le cas des LR, les LR vont laisser des plumes dans cette affaire. Explosion totale. Moi, j'arrive pas à comprendre. Mauvaise séquence, je trouve, moi, pour Bruno Retailleau. Séquence très compliquée. On avait envisagé déjà depuis le début, la fin de l'été, que la période Retailleau pourrait se terminer. Le moment Retailleau pourrait en tout cas s'altérer. Là, on est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Vous avez un président de parti qui a été élu à 76% en campagne interne contre son concurrent Laurent Wauquiez, et qui s'est retrouvé face à une fronde lors de son bureau politique, qui a été absolument houleux, qui m'a rappelé d'autres bureaux politiques dans les partis qui se déchirent. On voit que c'est terminé, que c'est inéluctable, et ça veut dire avec la difficulté de faire d'imposer ses vues.
le cas effectivement de Genevard ou de Tabarot qui veulent rester au gouvernement, c'est une manière pour eux d'acter que c'est terminé. C'est-à-dire leur lecture politique réelle, c'est de dire de toute façon le grand remplacement c'est celui à terme de RN qui va remplacer LR. C'est déjà le cas dans les circonscriptions, c'est le cas dans la perception des électeurs de la droite pour beaucoup. Donc de ce point de vue-là, vous avez l'approche Xavier Bertrand qui continue à dire ni LFI ni RN, mais ça reste un couloir qu'il est difficile d'élargir aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, oui, on assiste à des fins de processus, à des effondrements de logiciels, et Emmanuel Macron, tout simplement, il a en effet boomerang, ce qu'il a créé depuis 2017. Oui. Jean-Claude ? Écoutez, moi j'ai du mal à comprendre, puisqu'effectivement il a été, je pense au LR, Retailleau a été élu, Bruno Retailleau a été élu majoritairement, et qu'il n'arrive pas à se faire entendre de son propre parti, parce que sa secrétaire générale, je crois que Madame Genevard était secrétaire générale des LR, a une position différente de son président, alors même qu'ils ont tous les deux participé au même gouvernement. Donc moi ce que je voudrais dire, c'est que au-delà de cet éclatement politique dont on vient de parler, c'est que ça a un effet désastreux à l'égard de nos concitoyens qui ont déjà une défiance cumulée, conjuguée, établie vis-à-vis de tout ce qui est monde politique, mais pas seulement de monde politique, tout ce qui est... est-ce que je vais employer le mot élite dirigeante, que ce soit de la société civile, que ce soit du monde politique, que ce soit des patrons. En fait, on se rend compte que ça a pour effet de donner le sentiment que ce sont des gens qui n'agissent que dans leur propre intérêt. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais en tout cas, c'est ce qui en ressort. On peut dire que Madame Genevard est de bonne foi. Elle connaît bien les agriculteurs, c'est une femme qui est ancrée dans son territoire. Je ne peux pas la soupçonner d'être mauvaise foi. Donnons-lui le bénéfice du doute. Mais en tout état de cause, nos concitoyens qui effectivement rament tous les jours, moi je peux vous dire que les boîtes qui attendent avant d'investir, qui attendent un certain nombre de projets, ceux qui à la base attendent tel ou tel pour avoir un emploi, pour changer, pour acheter un appartement, eh bien tous ces gens se disent mais nous on n'en peut plus. Et je pense que c'est ça le vrai drame, c'est qu'on est en train de casser notre société entre ceux qui sont quelque part, qui occupent des fonctions, privées ou publiques d'ailleurs, moi c'est comme ça que je le vois, et puis les autres, il y a une fronde populaire. Moi j'ai toujours dit depuis des années qu'on est à la veille de 1789, une sorte de grosse révolution, qui passera pas forcément par la guillotine, mais qui passera par un rejet de tout ce qui est élite dirigeante, en tout cas personnel dirigeant. C'est un coup préélectoral. Ouais. Je vais vous lire le tweet de notre ami Arnaud Benedetti. Il dit: le budget devait être présenté en Conseil des ministres le 13 octobre, donc il n'y aura pas de Conseil des ministres. Il dit: dans le privé on licencie pour moins que cela. Rappelons le mot du général de Gaulle au sujet de Lebrun. Au fond, comme chef de l'État, deux choses lui avaient manqué: qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. On pourrait... Oui, on a assisté il y a quelques jours, parce que vous voyez, c'est toujours dans ces moments-là, et là encore, on a parlé du président Macron qui est en Égypte et qui va se mettre dans une situation au fond d'hologramme, qui n'est pas la sienne. Mais c'était encore plus fort lors du moment de l'entrée au Panthéon de Badinter, parce qu'à ce moment-là, ce que l'on constate, ce qu'on voit, c'est que devant ce grand bâtiment qui est ce temple qui est dédié aux grands hommes, et que de plus en plus on décerne, en tout cas les discours qui sont prononcés ne sont pas par des gens qui sont à la hauteur, des gens qui sont en train d'honorer. Et quelque part Badinter, il a été magnifié en son discours par rapport à ce qu'était la politique, mais ça montre aussi ce qu'elle est devenue. Et de ce point de vue-là, c'était un moment, je dirais, à double tranchant. Ouais. Bon, peut-être Serge Guérin. Oui, alors, 2-3 choix. Alors, sur LR, c'était notre ami Frédéric Dabi qui avait fait un sondage. Il montre que la majorité des électeurs veulent un accord avec le RN. Donc, à un moment donné, si les électeurs le veulent, il y a un truc qui... ça devrait se faire. Il y a une logique assez forte de ce point de vue-là. Alors après, il y a des différences économiques quand même assez fortes, parce que en fait, je crois pas qu'il y ait de programme économique du RN, en fait. Donc, pour l'instant, ça reste un peu nébuleux. Mais c'est pas grave d'une certaine façon, parce que les gens se choisissent pas sur l'économie. Tout a foiré, tout a raté. Les conseillers d'État sont plantés, les inspecteurs généraux des finances se sont plantés, et ainsi de suite. Donc ils disent, lui,
au pire, il fera pas pire. Donc la question, elle est identitaire, qu'on le veuille ou non. La question majeure aujourd'hui du pays, il est traversée par cette question-là. Et pour les gens, alors, c'est l'insécurité culturelle, on pourrait dire, mais qui est très très forte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je crois, extrêmement présent. Ensuite, oui, c'est vrai que quand on compare, j'ai ressorti là sur LinkedIn un entretien que j'avais fait avec Michel Rocard en 2008. J'ai eu la chance de beaucoup le voir à une période, en tête-à-tête. Et pareil, quand on compare les échanges avec Michel Rocard et aujourd'hui, alors la gauche, droite, tout ce qu'on veut, et il disait d'ailleurs, un accord, un contrat est toujours plus fort qu'une loi. Il disait, il faut avancer par là, il faut prendre conscience, ainsi de suite. J'aurais aimé que Olivier Faure, par exemple, lise un truc comme ça, quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a, on m'amuse souvent à dire que le niveau baisse, je le vois avec les étudiants, mais le niveau baisse peut-être encore plus en politique, ce qui est vraiment intéressant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens formidables, je ne les connais pas nécessairement, et dans le gouvernement, je n'en connais quasiment aucun. C'est un petit peu ce que déplorent les Français en général. On a Muriel en ligne avec nous au 0826 300 300. Appelez-nous pour réagir à ce nouveau gouvernement. Est-ce qu'il va passer la semaine? Et puis, effectivement, les LR, vous êtes LR, Muriel, vous vouliez nous réagir sur ce sujet? Ah oui, moi je suis alors vraiment catastrophée. Alors d'une part par mon parti, où j'y suis depuis des années, mais surtout de voir cette France, mais où on va, quoi. C'est le théâtre de Guignol. Voilà, c'est le théâtre de Guignol. Alors moi, ce que je ne comprends pas de M. Retailleau, il s'est fait élire président des Républicains, ça lui a pas suffi, il a été ministre de l'Intérieur, où il a fait des choses, bon, quoi qu'on en dise, il a fait quand même des choses, mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà. On s'occupe d'un parti, et surtout, il avait dit, on demandera aux adhérents. Nous, on nous demande que du pognon. Voilà. Et donc vous êtes contre, mais qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ces ministres LR au gouvernement et le fait que Darmanin, on va en reparler, Gérald Darmanin, reste dans ce gouvernement? Je tire mon chapeau à Monsieur Lecornu, et pourtant, je trouve qu'il avale des couleuvres, le pauvre, et il reste d'un calme olympien. Bon, il va pas tenir, c'est obligatoire, mais il le fait avec, moi, il m'espante, comme on dit dans le Sud, il m'espante. Par contre, la semaine prochaine, il n'y a plus de gouvernement. On va voir ça. On en reparle dans un instant. 0826 300 300 si vous voulez réagir à ce sujet. La valse des gouvernements en chiffres, c'est l'AFP qui publie ce chiffre. 130 ministres depuis 2022. 130 ministres. Ça fait rire Michael Darmon. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Mettons-nous d'accord avec Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News. Et je rappelle votre livre qui va paraître le 22 octobre, Les derniers jours d'Yitzhak Rabin, évidemment, qui fait écho à la situation actuelle, puisque ce qui s'était passé avec Yitzhak Rabin il y a 30 ans n'est pas sans lien avec la situation aujourd'hui. Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique, Serge Guérin, sociologue. Votre dernier livre est Si les vieux aussi sauvaient la planète, qui est paru chez Michalon, et Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, donc Le Cornu 2, 34 ministres, la société civile de retour, 6 ministres LR, on en a parlé, un équilibre fragile et déjà une motion de censure déposée par LR, donc politique. Et le RN. Et le RN, oui, c'est intéressant. Par le RN et LFI. Et le RN a dit ce matin qu'il voterait toute motion de censure, quel que soit le groupe qui la dépose. Ce qui peut tenir ce gouvernement. Il va falloir voir si d'autres groupes s'agrègent, parce que RN plus LFI, c'est pas suffisant. Donc il faudra voir dans quelle mesure les écologistes et les communistes bien sûr, et une partie de l'IOT et des LR et du PS. Il peut tenir. Ça dépendra. Il peut tenir à 2-3 voix, il peut tomber à 2 voix. Voilà, ça dépendra du discours de politique générale et de l'état du niveau de la concession faite au PS sur la réforme des retraites. Comment on peut dire qu'on censure sans savoir ce qu'il y a dans le discours de politique générale? C'est censurer pour censurer, c'est de la cuisine. En fait, ils censurent le quinquennat. Ils censurent le président parce que ce sont des partis dont on sait parfaitement qu'ils sont organisés sur 2027 et qui veulent montrer que le problème, c'est
se passe à l'Élysée, se trouve à l'Élysée, que c'est là que le changement doit avoir lieu. Donc eux, ils disent on enjambe tout cela puisque tout cela est terminé. Qui veut réagir, Jean-Claude Beaujour? Oui, moi, vous voyez, une fois de plus, quand on entend cela, vous avez à côté nos concitoyens qui attendent et dont on leur dit il s'agit de savoir qui censure pas, etc. Et moi, j'aimerais bien que Sébastien Lecornu, qui a été Premier ministre quelques heures et maintenant revient, il a dit je suis un moine soldat. Moi, j'aimerais bien avoir le contenu de ces propositions et c'est là-dessus qu'il faudra qu'on se détermine et quelles que soient nos sensibilités politiques. Maintenant, je rappelle et je vais vraiment me répéter. Les Français attendent de nous que nous avancions au-delà de nos difficultés politiques parce que eux, la fin du mois, elle revient tous les 30 jours. Bien sûr, que la France est bloquée. La fin du mois revient tous les 30 jours et je vois un certain nombre d'investisseurs étrangers, alors même que la France était le pays d'Europe le plus attractif en termes d'investissements internationaux, qui commencent à me dire, vous savez, on est accroché maintenant là-dessus. On me dit, qu'est-ce qui se passe en France? Et deuxièmement, vous avez des investisseurs qui vous disent, on va attendre un petit peu. Et quand on attend trop, ces investissements partent ailleurs. On va écouter Jordan Bardella qui revenait justement sur cette question de censure. Cette nouvelle équipe a un seul objectif, c'est de sauver Emmanuel Macron et de permettre à son camp, évidemment politiquement, et de permettre à son camp coûte que coûte de se maintenir au pouvoir. Je continue de dire ce matin que tout cela n'est pas sérieux. C'est aussi le sentiment, je crois, qu'expriment beaucoup de Français ce matin qui découvrent les informations et qui ont vu ce gouvernement. Et nous déposerons dans les prochaines heures une motion de censure parce que, encore une fois, les Français attendent aujourd'hui une rupture politique. Et l'ambition que je porte avec Marine Le Pen et Éric Ciotti, c'est celle de donner une majorité à la France, non seulement pour ramener de la stabilité dans le pays, mais aussi évidemment pour remettre la France sur le chemin de l'ordre et de la prospérité. Benjamin ? Oui, comme le disait Michael, aujourd'hui le gouvernement Lecornu n'est plus qu'un fusible. Et que ce soit LFI ou le Rassemblement National, on vient d'entendre Bardella à l'instant, veulent condamner finalement le bilan d'Emmanuel Macron depuis bientôt 8 ans. Donc le pauvre Lecornu, malgré toutes les gesticulations et tous les efforts qu'il pourra faire, il se retrouvera au pied du mur. Et encore une fois... Mais il n'est pas si mal son gouvernement, non ? C'est pas une question de personne. Attendez, c'est pas une question de personne. Pourquoi faire ? C'est un gouvernement, pourquoi faire ? Est-ce que c'est un gouvernement qui va, pour calmer les socialistes, suspendre la réforme des retraites, qui pour moi est peut-être la seule réforme qui a été valable dans cette période d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il va, pour flatter la gauche, revenir sur l'ISF et faire encore une fois, faire fuir les investisseurs, non pas étrangers cette fois-ci, mais les investisseurs français, les épargnants français ? C'est mon job et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, quand il y a des épargnants qui viennent me voir, ils me disent « Monsieur Cauchy, on fait comment pour m'ouvrir un contrat luxembourgeois ? On fait comment pour s'expatrier fiscalement ?» Je leur dirais, ça, c'est pas mon job. Allez voir d'autres cabinets comme celui de Dupond-Moretti. D'ailleurs, ça sera intéressant que ça soit dit à l'antenne, comme ça c'est fait. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Il n'y a aucun sujet. Mais quoi qu'il en soit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que même des épargnants français ont peur aujourd'hui de ce qui se passe en France. Donc là, pour le coup, je ne suis pas convaincu que le quoi de Monsieur Lecornu rassure qui que ce soit. Oui, Serge Guérin. Oui, allez-y. Oui, non, beaucoup de choses. Alors, oui, sur les ministres, j'en ai aucune idée, je les connais quasiment pas. Et en effet, pourquoi faire, quoi ? C'est quand même la question majeure. Alors, il y a Jean-François Copé qui, d'ailleurs, soit disant entre parenthèses, au bureau politique du DLR, comme c'est un très très bon pianiste, il aurait pu jouer pour un peu détendre tout le monde. Mais voilà, ça s'est pas trouvé comme ça. Mais Copé, c'est le premier, il y a au moins 6 mois, qui avait dit il faut que le président annonce que dans 9 mois, il démissionne. Histoire de laisser le temps à une vraie campagne électorale. Parce que le problème, c'est si c'est encore un truc en 30 jours... C'est ce qu'a défendu Édouard Philippe. Oui, mais le gars qui avait lancé ça, voilà, et c'est pas inintéressant. Et du coup, c'est pas le côté on pousse, mais il y a quelqu'un qui prend ses responsabilités, ainsi de suite. Et c'est pas totalement idiot, parce que sinon, le risque, s'il partait un peu n'importe comment, ou le risque, c'est qu'il s'accroche, on sait plus trop à quoi, pourquoi. C'est ce qu'il fait. Bon, et pour les Français, pour l'économie, pour les institutions, pour la vie politique, c'est pas très bon. Disons-le comme ça, ou bien c'est qu'il est... Parce que fait une dissolution, c'est-à-dire qu'au coup d'après, pendant un an, on ne peut pas en faire. Donc si jamais, entre-temps, il y a un président, pendant un an, on ne peut rien faire. Donc de ce point de vue-là, ce qui est le plus sérieux, ça serait qu'ils disent au bout d'un moment, je vais partir, mais je vais partir, j'en sais rien, moi, après les municipales, en juin, ce qui fait que ça laisse le temps aux gens, aux principaux dirigeants politiques, de préparer un programme. Parce que la dernière fois, on n'a pas voté sur un programme.
Il était en train de discuter avec Poutine, et ainsi de suite, mais c'est tout. Et le coup d'avant, il a quand même surtout vendu qu'il était jeune, fringant, et ainsi de suite. Il a eu un petit peu de chance avec Fillon et tout ça. Donc il y a quand même tout ça. Donc je me dis que ça serait sans doute ce qui serait le mieux qui pourrait arriver au pays. Voilà, le 30 juin, j'en sais rien, le 10 juin, on refait des élections. Et donc, encore une fois, ça laisserait le temps, parce que moi, ce dont j'ai très peur, c'est qu'on ne discute pas programme contre programme. Oui, et puis après, on reviendra sur les retraites. Oui, c'est cela. C'est-à-dire dans le prolongement, puisque ça a fait débat la semaine dernière sur ce que proposait Édouard Philippe, une présidentielle anticipée et non pas une démission sèche, c'est de réorganiser le débat, parce qu'il faut bien qu'on s'arrête, que nous, Français, nous arrêtions sur ce que nous voulons comme projet pour notre pays. On peut pas escamoter, on peut pas faire l'impasse sur le projet de société, parce que effectivement il y a des sujets qui sont posés, que ce soit un sujet qui relève de notre purement culturel, que ce soit un sujet sur notre sécurité, état de droit. On a vu les débats la semaine dernière sur comment réorganiser notre démocratie. Bref, ce sont les sujets sur lesquels il faut discuter, s'arrêter et puis prendre des options. Mais ça suppose qu'on ait le temps d'y réfléchir, et surtout, et j'ai envie de dire, quel que soit le parti, et aucun parti n'a intérêt à faire l'impasse là-dessus, parce que il aurait exactement, même au pouvoir, il aurait exactement le même problème si on ne prenait pas le temps de débattre et d'arrêter de s'arrêter sur un projet. Ce qu'on demande, c'est une vision. Ouais. Quelle vision, quel pays? Alors moi je dis plus le modèle français, parce que personne ne le copie, le modèle français. Le modèle français, c'est 3500 milliards d'euros d'endettement. Donc c'est un drôle de modèle quand même. Donc c'est terminé cette affaire-là. On n'a plus les moyens, ainsi de suite. Donc, mais alors après on peut être en désaccord avec ça. Le Parti socialiste dit mais non, on peut continuer. LFI dit on peut même augmenter encore, et ainsi de suite. Puis il y a d'autres gens qui disent, et même d'ailleurs les Français, quand on leur demande, à 80 et à tous les âges, j'avais fait un truc à Via Voice là-dessus, entre 80 et 88% des Français ont bien compris qu'il y avait trop d'endettement et que ça allait pas bien du tout. Alors après, le problème, c'est tout le monde trouve qu'il faudrait faire des efforts, mais l'autre. Okay. Bon, c'est humain, hein. Mais à un moment donné, alors là, on va prendre une autre grande figure qui a été totalement abîmée par François Bayrou, qui est père Mendès France, qui à un moment donné parlait d'exemplarité, on explique les choses, et on dit qu'en effet, tout le monde doit faire des efforts. Les très riches, comme les très très pauvres, évidemment. En fait, ce que évidemment les politiques n'ont pas le temps d'envisager, de réfléchir, c'est que, et on le voit d'ailleurs, même ce qu'on a évoqué l'autre jour, vous évoquez tout à l'heure à travers la société israélienne, c'est que le discrédit du politique est tellement fort, et je pense que c'est aussi un phénomène un peu mondial, que les sociétés civiles vont prendre d'une certaine manière je dirais le dessus, en tout cas vont faire entendre leur voix dans les moments et les rendez-vous électoraux en ce qui nous concerne plutôt pour 2027. Et c'est ça qui je trouve est assez frappant. Il y a au-delà des mécaniques et du cabotage et du bricolage français qui va durer encore quelques temps parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Il y a vraiment un phénomène qui est celui de cette premier quart de nouveau siècle, qui est le profond discrédit des élites, la volonté de pouvoir de se faire entendre de la part de générations ou de catégories sociales qui s'estiment justement marginalisées. Regardez le mouvement Gen Z qui se propage partout, qui est en train maintenant de déstabiliser le Cameroun, après avoir fait le Maroc, après avoir été dans d'autres pays, et qui se prépare partout. Donc il y a les politiciens qui sont le nez collé sur ou leurs avantages ou leur calendrier, ne comprennent pas ou n'arrivent pas à prendre le temps de comprendre la puissance de ce qui se passe. Allez-y. Juste un mot, Michael. Moi, je pense que vous avez raison. Je pense que c'est pas simplement dû au fait que les politiciens ont le nez collé sur leurs avantages autres. C'est parce que la réflexion n'a pas été poussée. Il y a un certain nombre d'auteurs très intéressants qui expliquent que la social-démocratie mise en place depuis 2 siècles, alors évidemment elle n'a pas été mise en place depuis la Révolution française, mais tout ce mouvement qui est né à la fin du XVIIIe siècle et qui a conduit à une social-démocratie, a apporté la démocratie telle que nous la vivons, mais la dimension sociale, le partage des richesses, l'élévation de la grande masse n'a pas suivi. Non. Et donc on a toute une masse de population qui disent mais finalement nous on y est pour du beurre là-dedans.
et donc ne se retrouvent pas. C'est une petite élite. Et avec c'est vrai qu'avec la globalisation, les riches sont devenus encore plus riches, puisqu'au lieu d'avoir un marché de 65 millions d'habitants comme en France, on a désormais un marché de 450 millions de 2 milliards. Et c'est pas contre les riches, c'est pour dire qu'il y a un processus sur lequel il faudrait qu'on revienne, en tout cas dans la réflexion sur nos sociétés modernes. On va parler avec vous de Monique Barbu. Vous allez nous dire qui elle est, Jean-Claude Beaujour, et puis Serge, avec vous, Serge Guérin. Encore une fois, l'âge de la retraite qui reste l'alpha et l'oméga des politiques et qui est le point d'achoppement, cette fameuse réforme des retraites. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Deux éclairages sur ce nouveau gouvernement Lecornu. Serge Guérin, vous vouliez réagir sur... c'était un coup de gueule sur le choix des politiques qui est fait à propos du recul de l'âge. Oui, on a l'impression que depuis 1982, on n'a pas bougé, quoi. Je rappelle qu'entre-temps, donc c'était passé de 65 à 60 ans, puis après ça remontait un tout petit peu vers 62. Entre-temps, on a gagné 15 ans d'espérance de vie. Il y a quand même un petit sujet. Je rappelle que quand on a créé, quand on a généralisé la retraite, avec plein de systèmes spéciaux, c'est d'ailleurs amusant parce que celui qui va négocier les retraites, c'est l'ancien patron de la SNCF qui a un des plus gros systèmes spécial, qui est totalement coûteux pour toute la population. Donc c'est quand même amusant, entre guillemets, ça. Mais à l'époque, c'était 3 millions de retraités. L'espérance de vie a été de 68 ans. Et donc c'était à 65 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est plutôt autour de 83 ans. Il y a 14 millions de retraités. Et il y a moins de gens qui travaillent. Donc voilà, avec une productivité qui a baissé, tout ça. Donc j'ai vraiment l'impression que ce pays avance dans le rétroviseur, quoi. Il regarde tout le temps le rétro. Moi, je veux bien qu'on soit un peu rétro, pour les voitures, pour ce qu'on veut. Mais enfin là, il y a un déni derrière. Et je ferai juste une remarque. Alors, c'est plutôt la gauche qui est dans le déni, mais enfin, rappelons-nous que LR avait refusé que ça passe à 65 ans, ainsi de suite. C'est-à-dire, moi, j'avais rien compris à l'époque, d'ailleurs. Je crois que les gens ont du mal à suivre, même aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et les gens, en plus, un Français sur deux a compris seulement que quand il cotise, c'est pas pour lui tout de suite, c'est pour les gens qui sont actuellement en retraite. Et je voudrais juste terminer sur la social-démocratie. On a parlé de social-démocratie au Danemark. Social-démocratie au Danemark, elle est en tête. C'est une femme première ministre. Elle a dit deux choses. Elle a dit on arrête avec l'immigration, mais quand on arrête complètement. Tout. Et deux, des départs à la retraite, c'est déjà pour 2040 à 70 ans. Donc elle met les choses. Et il y a, du coup, tout le monde discute, regarde, il n'y a pas le choix. Donc on y va. Et donc il y a des gens qui ont quand même un courage, une vision. Ça existe. Encore une fois, des sociodémocrates. J'imagine assez rocardiens, justement, pour reprendre cette expression-là. Et puis c'est aussi dans les pays nordiques où il y a un rapport à tout ça un peu compliqué. Mais la Suède, qui a fait rentrer énormément d'étrangers, ne sait plus comment faire. Il y a des gangs énormes, il y a des viols qui ont explosé, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Mais le Danemark est le pays, encore une fois, c'est la gauche. Qui dit on veut sauver, alors pour le coup, notre modèle culturel. Oui, les femmes ont le droit d'être en mini-jupe sans se faire embêter. C'est tout bête. Et travailler plus longtemps pour équilibrer. Et réduire de manière drastique l'immigration. Oui, Michael. Alors, ils n'ont pas le même rapport à la culpabilité. Donc, bien évidemment, ce qui a expliqué une partie de l'attitude française depuis 30 ans à l'égard de l'immigration, c'est-à-dire d'abord un sentiment de culpabilité à l'égard des populations qui a été colonisées et ensuite qu'on a fait venir. Ça, c'est une chose. Ce qui est intéressant, vous avez évoqué Farandou, c'est très intéressant. En fait, il est effectivement, et on se souvient, il avait été convoqué par Bruno Le Maire parce qu'il avait conclu cet accord interne à la SNCF qui venait défaire toutes les principaux dispositifs de la réforme Borne sur les retraites. Donc sa place maintenant au ministère du Travail, peut-être est-elle un signal sur l'ampleur de la concession que s'apprête à faire Lecornu à l'égard de la réforme des retraites, puisqu'il est quand même celui qui a démantelé la réforme des retraites à l'intérieur de la SNCF. Bien sûr. Donc on va voir dans quelle mesure, et ça ce sera dans le discours de politique générale le point central, quel sort est réservé à la réforme des retraites. Pour que les gens comprennent bien, c'est 3 milliards en 2026, puis ça monte jusqu'à 18 milliards. Rien que ça. Alors c'est un coût pour éviter ou pour polluer le débat sur la réforme des retraites, moi j'entends encore beaucoup de gens dire vous vous rendez compte, celui qui travaille sur les chantiers, la personne qui a un état de santé précaire, etc.
il n'a jamais été question, en tout cas, il a toujours été pris en compte la pénibilité. Ce sont des sujets qui sont de consensus, quels que soient les mouvements. On dit, oui, il faut prendre en compte des situations très exceptionnelles, il faut prendre en compte la pénibilité. Pour autant, je crois qu'on est dans une sorte de déni, mais émotionnel, tout ce qu'on veut. On ne veut pas accepter qu'on ne peut pas vivre. Nous avons gagné, comme vous l'avez dit, en espérance de vie. Nous vivons plus longtemps. Puis aussi une chose que vous n'avez pas dite, c'est que maintenant, non seulement on vit plus longtemps, mais on vit médicalement mieux assisté. Ce qui a un coût. Ce qui est un coût en termes de santé. Avant, quand on vous apprenait que vous aviez une maladie d'une certaine gravité, vous aviez 3 mois d'espérance de vie. Oui, maintenant, vous pouvez vivre 5 ans, 6 ans, 10 ans avec une pathologie grave et le système accompagne. Dieu merci, nous sommes favorables à cela. Pour autant, eh bien, c'est bien parce que nous sommes favorables et que nous voulons perpétuer, pouvoir accompagner les plus faibles, qu'il faut se dire, il faut des gens pour pouvoir travailler, pour financer cela. Il faut être honnête. Et juste un petit point très pratique. Vous voyez, moi, en tant qu'avocat, je rencontre beaucoup de gens qui, une fois à la retraite, ils viennent vous voir, ils vous disent, maître, j'aimerais créer une activité, donc j'aimerais créer ma boîte, créer ma structure, etc. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on a 62, 163, 64 ans, dans 80% des cas, on est à peu près en santé correcte, en tout cas qui permet de travailler, et les gens vous disent, je vais continuer à rester actif. Et c'est une bonne chose. Donc arrêtons cette hypocrisie. Et je vous dis, je rencontre beaucoup de gens qui me disent, j'ai envie de poursuivre une petite activité. On n'est pas obligé de travailler 40 heures ou 39 heures par semaine. Mais il y en a qui ont envie d'arrêter aussi, qui ont des métiers pénibles et difficiles. Mais c'est bien ce que je vous dis. Ne ramenons pas tout uniquement aux personnes qui travaillent sur les chantiers. Là, je ne veux plus rien dire. Mais ramenons ça les à une caissières, réflexion. les femmes de ménage, des gens qui ont des métiers. Sur les chantiers, les gens ont une espérance de vie qui n'est pas plus faible que les autres, contrairement à ce qu'on raconte. Je rappelle, il y a une super bonne nouvelle quand même, c'est que l'espérance de vie en bonne santé a augmenté plus vite que l'espérance de vie tout court. Et là, derrière, il y a un truc qui s'appelle la prévention. On est complètement passé à côté dans ce pays. Alors, c'est l'enjeu majeur si on veut que les gens soient en forme plus longtemps. Et la dernière chose, la retraite, c'est le plus gros des serial killers des seniors. Parce qu'il y a les gens qui sont, le jour où ils arrivent à la retraite, mais je serais le premier à être dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais, quoi? Et donc, il y a plein de gens, du coup, qui se suicident, qui tombent malades, et ainsi de suite. Donc, les gens qui sont là, vivement la retraite, j'ai fait beaucoup de préparation à la retraite, je dis, réfléchissez un peu. Parce que très souvent, c'est dramatique ce qui se passe après. Un mot. Très rapidement, déjà, première solution, retraite par capitalisation, retraite par capitalisation, retraite par capitalisation. Deuxième élément, c'est Louis de Funès, oui, il n'y a pas de souci. Le plein emploi. Funès, si vous voulez, mais je trouve que le gouvernement nous prend pour des comiques aussi, vous allez voir pourquoi. François Bayrou a fait tomber son gouvernement parce qu'il voulait un vote de confiance, parce qu'il y avait un problème de dette. C'était 45 milliards d'euros d'économie à trouver. Aujourd'hui, on essaye de composer une pseudo-majorité minima relative autour du projet des retraites. Mais de qui se moque-t-on? On a complètement déplacé le prisme. C'est pas les retraites le problème. Le problème, c'est l'endettement. Bon, rapidement un mot, Jean-Claude. Le dernier mot très rapide. Voilà, à propos de Monique Barbu, notre nouvelle ministre de la Transition écologique. Absolument. Alors, qui est-elle, d'où vient-elle? Qui est une figure respectée de la diplomatie environnementale et pourtant, me semble-t-il, un peu opposée à la politique nucléaire promue par Emmanuel Macron. En effet, lorsqu'elle était présidente du WWF, elle a eu l'occasion d'affirmer, en tout cas de soutenir ce que disait son organisation, que l'énergie nucléaire n'était pas une énergie durable. Tout d'abord, ça n'est pas complètement juste, c'est inexact parce que c'est une énergie fiable, avec un impact environnement faible. Et surtout, moi, ce qui m'alerte, c'est qu'il faut que nous soyons attentifs aux incohérences de nos choix politiques, d'autant que sur le nucléaire, nous ne pouvons pas aller d'une politique nucléaire d'un gouvernement à l'autre, parce que précisément, nous sommes sur un type de projet sur lequel on s'engage sur 10 ans, sur 15 ans, et on a vu les conséquences lorsqu'il y a eu l'invasion de la Russie en Ukraine. On a vu que nous avions besoin d'une politique nucléaire, on avait besoin d'électricité, qu'on avait besoin d'énergie. Et donc oui, notre politique énergétique ne peut pas être une question qui est débattue d'un gouvernement à l'autre. Ça suppose une certaine stabilité. Ça nous rajeunit, je trouve, énormément.
Parce que la première élection présidentielle en 65, il y avait Marcel Barbu dans les candidats. Et donc on a sa fille. Michael, une info, donc Benjamin Netanyahou. Oui, pour revenir effectivement au Proche-Orient, on vient d'apprendre que le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, va se rendre donc au Caire pour participer. Qui n'était pas prévu au départ. Il va rejoindre, il va y retrouver Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui n'était pas prévu non plus au départ. Donc voilà, ces événements produisent leur propre récit. C'est la force de ces événements-là. On voit bien que beaucoup de choses sont en train de se passer et vont se passer à Sharm el-Sheikh. Dans un instant, c'est notre confrère et ami Perico Légas qui sera avec nous dans l'émission Média, puisque c'est l'événement média de cette rentrée, l'arrivée de Perico Légas à midi sur Sud Radio. À tout de suite avec Gilles Gansman.